Certaines réalités ne se voient pas, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont invisibles. La vraie question c'est, sont-elles réellement impossibles à percevoir, ou bien a-t-on choisi de les invisibiliser? Et surtout, que font nos récits de cette différence? Aujourd'hui, nous allons explorer la nuance entre invisible et invisibilisé. Cette différence n'est pas seulement linguistique, elle est politique, sociale et profondément narrative. Parce que les histoires que nous racontons, qu'elles soient personnelles, collectives ou médiatiques, ont le pouvoir de rendre visibles certaines réalités et d'en effacer d'autres. Dans une chaîne consacrée au storywriting, cette question prend tout son sens. Comprendre ce qui est invisibilisé, c'est comprendre comment les récits dominants construisent notre vision du monde. Et en tant qu'autrice, c'est l'opportunité de créer des personnages et des intrigues qui réparent cette omission, qui donnent voix à ce qui a été tu. L'invisible, c'est ce qui échappe vraiment à nos sens. Mais attention, nos sens ne se limitent pas aux 5 sens enseignés à l'école. Comme l'explique Albert Moukaïber, neuroscientifique et auteur de « Votre cerveau vous joue des tours », nous avons en réalité une douzaine de sens, incluant la proprioception, la thermoception, la nociception, l'équilibre, etc. Autrement dit, beaucoup de signaux qui nous entourent sont perçus par le corps, mais ignorés par notre conscience. Quand quelque chose est invisible, il ne l'est pas par choix social, mais parce que notre système perceptif n'y a pas directement accès. L'air que nous respirons, les rayonnements, les ondes radio. Mais très souvent, on confond ce qui est réellement invisible avec ce qui est rendu invisible par nos récits. Dire qu'une réalité est invisible, c'est parfois une manière de se dédouaner. Nous ne pouvions pas savoir. En littérature comme dans la vie sociale, cette confusion entretient des angles morts. Exemple narratif, dans les romans du XIXe siècle, les domestiques disparaissent presque du texte. Ils sont là, présents dans chaque scène, mais les autoristes choisissent de ne pas leur donner d'intériorité. Ils ne sont pas invisibles, ils sont invisibilisés par le récit. Et cette mécanique ne s'arrête pas aux pages de fiction, elle traverse aussi nos sociétés. Car si un personnage peut être relégué à l'arrière-plan d'un roman, des millions de personnes le sont dans la vie quotidienne. C'est ici que la différence entre invisible et invisibilisé prend toute son ampleur. Un exemple très concret, le travail domestique, essentiellement porté par les femmes. S'occuper d'une maison, préparer le repas, prendre en charge les enfants, rien de tout cela n'est invisible. Et si ces tâches s'arrêtent, le chaos est immédiat, on le voit. Et pourtant, ce travail est invisibilisé, absent des statistiques économiques, rarement reconnu comme une compétence et encore moins rémunéré. Les sociologues féministes, comme Danielle Kergoatz ou Christine Delphi, l'ont montré. Cette invisibilisation n'est pas un oubli, c'est une mécanique de domination. Le patriarcat se maintient en rendant invisible ce qui est pourtant vital. En termes de storywriting, cela signifie que nos récits dominants minimisent ou effacent ces réalités. Dans la publicité, dans les films, dans les discours politiques, ce travail est rarement représenté comme un labeur essentiel. Il devient décor, arrière-plan, mais jamais vraiment une intrigue centrale. Les autoristes qui choisissent de mettre en scène cette invisibilisation transforment immédiatement le récit. Et elles mettent la lumière là où d'autres ont préféré l'ombre. De la même manière, on parle souvent de handicap invisible pour désigner les handicaps qui ne se voient pas au premier coup d'œil. Douleurs chroniques, troubles psychiques, maladies auto-immunes, troubles neurologiques. Mais qualifier ces réalités d'invisibles est profondément problématique, parce que dans la réalité, elles laissent toujours des signes. Une personne douloureuse chroniquement va adapter sa posture, ralentir certains gestes, hésiter en portant un sac. Une personne autiste va réagir différemment à la surcharge sensorielle dans un supermarché, aura des tics moteurs perceptibles. Ce ne sont pas des handicaps invisibles, ce sont des handicaps que la société refuse de voir. Prenons une caisse de supermarché. Une personne avec un handicap dit invisible montre souvent des signes évidents si on y est attentif. Fatigue extrême, difficulté à manipuler des objets, besoin de plus de temps, besoin de bouger en même temps. Le problème n'est pas que personne ne puisse le percevoir. Le problème est que ces signes sont ignorés, minimisés ou jugés. Selon l'OMS, en 2010, 80% des handicaps étaient dits invisibles. Mais c'est une invisibilisation sociale et institutionnelle, pas une réalité.
L'APF France Handicap rappelle que ce terme entretient l'idée d'un handicap caché, alors que le véritable enjeu est l'absence de reconnaissance et donc d'adaptation. Dans les récits, cette confusion a un effet dramatique. Les personnages handicapés sont absents, réduits à des clichés ou décrits comme mystérieusement souffrants, sans précision. En tant qu'autrice, nous avons le pouvoir et même le devoir de briser ce cycle en écrivant ces signes, en rendant tangible ce que la société préfère effacer. Dire invisible, c'est naturaliser l'absence. Dire invisibiliser, c'est reconnaître une action. Quelqu'un, quelque chose, a choisi de taire. Et pour nous, auteurices, cette nuance est fondamentale. Chaque récit est un choix de focale. Qui est vu, qui est entendu, qui reste dans l'ombre. Décider de montrer ce qui est habituellement invisibilisé, c'est non seulement enrichir nos personnages, mais c'est aussi poser un geste politique. Un roman qui donne une voix à la femme de ménage qu'on ne voit jamais, un film qui s'attarde sur la fatigue des aidants, une pièce de théâtre qui met en avant les non-dits des salariés précaires, ce sont autant de façons de faire surgir ce qui avait été volontairement effacé. Et c'est là que le storywriting devient une arme. Écrire, c'est choisir qui a le droit d'exister. Et c'est peut-être aussi, par le récit, rendre visible ce que la société s'acharne à invisibiliser. L'invisible et l'invisibilisé ne sont pas la même chose. L'un relève de la perception, l'autre du pouvoir. Et si l'on veut transformer nos récits comme nos sociétés, il est urgent de faire tomber ce voile volontaire qui recouvre certaines existences. Je vais conclure cette vidéo sur un texte de ma plume, mis en voix par Pierre-Alain de Garrigue, consacré à la notion de handicap invisible. Parce qu'il est temps de dire haut et fort que rien n'est invisible dès lors que l'on choisit de regarder. C'est quoi le handicap invisible ? Marion m'a dit « c'est comme ma dyschronie ». Pourtant, ce n'est pas invisible. Je le vois bien, son trouble de la perception du temps. C'est pour ça que quand on va au restaurant, c'est la seule invitée à midi pour un repas à 13h. Arnaud m'a dit « c'est comme ma dyspraxie ». Et ses bleus, à force de se cogner comme son incapacité à se repérer en ville, me le montrent bien. Laura m'a dit « c'est comme ma dyslexie ». Celle qui te fait inverser les mots lorsque tu affrontes un tournage. Oui, elle s'entend. Luc m'a dit « c'est comme mon diabète », alors qu'il était en train de se lever pour aller faire sa piqûre d'insuline. Audrey m'a dit « c'est comme ma surdité », et elle a presque crié. François m'a dit « c'est comme la fibromyalgie de ma maman ». Oui, une dame qui a très souvent l'air fatiguée et souffre de douleurs et de raideurs musculaires. D'autres m'ont parlé des maladies mentales, de la dépression à la schizophrénie. Pourtant, les symptômes comme les conséquences sont très visibles. Alors, est-ce que ce sont réellement des handicaps invisibles ou est-ce que c'est la société qui ferme les yeux ? Est-ce que, face à une personne toujours en retard, une autre qui vous demande plusieurs fois des éclaircissements sur un texte, encore une autre qui vous fait répéter en la regardant, qui vous explique que non, elle ne viendra pas ou qu'il faut marcher moins vite car elle fatigue, votre première réaction c'est de penser « il faut faire un effort » plutôt que « est-ce qu'elle a une condition dont je ne sais rien ?» Est-ce que lorsqu'une personne dit qu'elle a un trouble, une maladie chronique, un handicap sensoriel, vous pensez qu'elle se cherche des excuses, qu'elle n'a pas l'air ceci ou cela, que c'est juste une mode ? Est-ce que le handicap invisible, ça ne serait pas une façon de nous autoriser à juger les autres ? Parce que certains handicaps sont méconnus et stigmatisés. Une maman et son fils, tous deux concernés, ont décidé de créer une série de petits livres qui racontent leurs difficultés quotidiennes sous forme d'aventures. Le but ? Montrer ce que l'on ne perçoit pas, les conséquences par exemple sur la scolarité et la vie sociale, mais aussi comment on peut s'adapter pour faciliter l'existence des personnes concernées et mieux vivre ensemble. À découvrir en famille dès 7 ans, la saga Les aventures d'Allen s'ouvre sur l'histoire Allen et l'accordéoniste du temps. Disponible sur solédition.fr.